Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV avec Laurent Mella et Johan Font. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 42e épisode de Good Morning SAV. Je suis toujours avec Laurent, notre expert SAV. Bonjour à tous. Moi-même Johan, expert vidéo tuto SAV. Et aujourd'hui, on va parler de l'externalisation du SAV. Ça tombe bien, moi, mon chef, il m'a dit j'en ai marre, t'arrives pas à recruter, t'arrives pas à trouver de technicien. J'ai trouvé la bonne idée, c'est d'externaliser le SAV. Au moins, t'en gardes une petite partie à la maison et puis le reste, tu le fais faire et on n'est plus embêté. C'est une bonne idée, ça, ou pas, Laurent? C'est une idée extraordinaire. Si le SAV est pensé comme la cinquième roue du carrosse, autant s'en débarrasser aussi vite que possible. Encore mieux. Les autres. C'est encore mieux. Comme ça, s'ils le font pas bien, on leur tape un peu sur les doigts et on leur fait payer des pénalités et c'est réglé. Ah ça c'est vrai que tu nous l'avais pas donné cette solution, mais voilà. C'est vrai, on l'avait oublié dans le schéma. Ou alors on fait peut-être un petit poil autrement. Peut-être que c'est pas tout à fait ça l'angle d'attaque. Et peut-être qu'en fait la question de l'externalisation, on peut se la poser très sérieusement. Dans une entreprise, on peut se dire finalement je vais externaliser ma compta, j'externalise peut-être le service juridique. Quand j'ai besoin d'un conseil juridique, je suis pas forcé d'avoir un juriste spécialiste du droit social, un juriste spécialiste du droit du commerce, un juriste spécialiste des questions internationales et des licences. Enfin, ça, on va l'imaginer assez facilement quand il s'agit de fonctions très spécifiques, comme le droit par exemple. Et pour la question du SAV, soit ce n'est même pas envisagé, soit c'est envisagé comme étant la solution et on externalise tout. Et parfois, il y en a quelques-uns qui externalisent certaines parties. Donc, en fait, on voit que ça peut émaner de stratégies complètement différentes les unes des autres. Donc, finalement, pourquoi on devrait externaliser son SAV? Ça serait quoi la bonne raison, les bonnes raisons? Peut-être que la première question à se poser, c'est comment fonctionne aujourd'hui notre SAV? Qu'est-ce qu'on fait de bien? Qu'est-ce qu'on ne fait pas bien? Qu'est-ce qu'on maîtrise? Qu'est-ce qu'on ne maîtrise pas bien? Et que disent les clients, notamment de la question de la proximité? Est-ce que les clients trouvent que nous sommes très près de chez eux ou qu'on est vraiment trop loin de chez eux? Et ça va être déjà un premier critère assez fort, qui est souvent le critère décisif, qui est souvent le critère qui fait que on décide d'externaliser tout ou partie de son organisation SAV, c'est d'aller pouvoir d'être à proximité, du site, des sites de nos clients, là où nous vendons des équipements, là où nous louons des équipements, de manière à pouvoir intervenir vite et bien. Donc, cette question de la géographie, de la proximité géographique, elle est soit quand on est situé dans un coin de la France et qu'on intervient ailleurs, à plus, on va dire, de 150, 200 km, ça commence à être loin en termes de déplacement pour être réactif. Et en termes de coûts également associés, en termes de coûts de déplacement. Donc la question peut commencer à se poser si on vend à plus de 200 km de chez soi. Et puis évidemment, quand on vend à l'étranger, la question est, est-ce que l'on vend à travers un distributeur qui a une organisation SAV à la hauteur? Pas. Est-ce qu'on vend à travers un agent? Auquel cas, il va falloir assurer depuis la France. Est-ce que on a localement des prestataires qu'on a identifiés? Auquel cas, se repose la question de l'externalisation. Mais même quand on travaille avec un distributeur, c'est bien une forme d'externalisation. Puisque, en tant que fabricant, je suis bien en train d'externaliser localement une partie de l'activité service. Et heureusement pour les distributeurs, les concessionnaires et les loueurs, parce que c'est quand même une question importante de pouvoir générer de l'activité à travers les services qu'on va associer. Et de ne pas les laisser tous à quelqu'un d'autre. On peut regarder, si on veut, parmi ceux qui me disent parfois, mais externaliser, Laurent, tu te rends pas compte de tous les risques qu'on prend. Prenons un exemple d'une externalisation forcée. Pendant longtemps, les fabricants de véhicules, les fabricants automobiles, ont laissé à leur concession l'activité service. Avant que ça devienne vraiment important pour le marché, les concessions étaient très très centrées sur la vente de véhicules. C'était vraiment le sujet. Le reste, ce n'était que des problèmes à gérer. Et donc, notamment, l'activité d'entretien quotidien, mensuel, semestriel, annuel,
a été laissé à l'abandon. Et on a vu jaillir des Midas, des Speedy, des Noroto, enfin tout un tas de prestataires qui se sont spécialisés sur les services, on va dire, à faible ou moyenne valeur ajoutée, hein, changer les pneus, faire des vidanges, changer les freins, des choses comme ça, qui nécessitaient pas un très grand savoir technique. Et ça a permis à ces structures de fructifier, de devenir des structures très importantes. Et quelques années plus tard, quand les fabricants auto ont voulu reprendre cette activité de service en concession, eh bien, ça a été très, très, très compliqué. Parce que ils se sont auto-créés une concurrence, en laissant faire. Okay, ils l'ont pas forcément soutenu, mais ils ont laissé faire. Alors, on pourrait se dire, du coup, est-ce que je dois laisser faire? Est-ce que je dois laisser faire quand je suis fabricant de telle ou telle machine? Je laisse faire les autres? Bah, maintenant, j'allais dire, avec tout ce que je sais depuis qu'on fait le podcast, je dirais non. Mon SAV, ça peut être la source de profit de mon entreprise. Donc, si je me débrouille bien, let's go. Mais tu me diras, et en effet, je voyais pas l'intérêt, mais quand tu parles de distance, j'ai eu le cas où j'ai été voir des gens qui font du matériel forestier sur un salon, et en fait, c'est un marché très niché, et le peu de constructeurs qu'il y a, les mecs, je me rappelle, il y a une entreprise, ils sont 15 dedans pour construire les machines, pour faire le SAV et tout, donc eux, ils externalisent tout le SAV sauf 2 heures autour de chez eux, quoi. Ouais. Et là, oui, sur la distance, ça paraît logique, quoi. Alors, c'est souvent un des premiers critères. Après, il y a d'autres critères, qui est la capacité à avoir du personnel. Parce que embaucher du personnel qui va devoir parcourir beaucoup de kilomètres pour aller chez les clients, c'est pas simple. On a des générations aujourd'hui qui ont un petit peu plus de mal à accepter ça. Alors là aussi, je me méfie toujours des généralités. Il y a des jeunes qui acceptent très très bien de se balader longtemps, mais ça reste quand même un petit peu plus difficile à trouver. Et quand on veut garder les gens, il faut les techniciens, quand ils commencent à être assez expérimentés, il faut pouvoir quand même leur garantir un certain confort de vie, un certain équilibre de vie entre la vie pro, la vie perso, le bien-être simplement au quotidien. Et donc la notion de distance, de longue distance, peut être un vrai sujet. On le retrouve aussi avec des fabricants ou des distributeurs qui vendent à l'export et qui envoient leurs techniciens pendant une semaine partir dans un autre pays, faire une installation, un dépannage, une réparation, revenir et puis repartir la semaine suivante. En termes de vie de famille, c'est pas simple. En termes de fatigue, c'est pas simple. Donc, et puis pendant qu'ils sont dans un pays, ils sont pas ailleurs. Donc, on peut pas les démultiplier à l'infini. Donc, la question, en fait, d'avoir le bon nombre de techniciens avec le bon niveau de compétences, qui soient disponibles au bon moment pour aller au bon endroit, ça fait partie du casse-tête du SAV. Donc, l'externalisation peut aussi être une réponse pour avoir un peu plus de monde, un peu plus facilement, entre guillemets, puisqu'ils sont déjà là, ils sont déjà existants chez un prestataire donné. Mais ça soulève bien sûr d'autres questions derrière. Un troisième aspect qui peut être où la question de l'externalisation se pose, c'est sur les appels. Le fait d'externaliser sa hotline, on le voit notamment chez les grandes boîtes de télécom, par exemple, ou les sociétés d'assurance. On le voit un peu plus dans le grand public, mais c'est aussi vrai dans le B2B. De pouvoir dire, je vais confier la hotline à un prestataire qui va avoir 5, 10, 15, 20, 50 personnes disponibles qui pourront recevoir tous les appels à tout moment et puis qui suivront un certain nombre de directives pour répondre aux clients. C'est aussi un autre espace de jeu quand on a énormément d'appels à gérer et qu'on peut pas forcément avoir une dimension interne, dimensionner en interne sa hotline, son support. Donc ça, c'est souvent aussi un espace de jeu. Et puis, il y a encore un quatrième espace de jeu qui est la logistique des pièces, qui est aussi un espace où on peut externaliser, puisque stocker beaucoup de pièces, c'est un sujet, c'est de la trésorerie qui dort. Avoir du personnel qui dispatche vite et bien pour aller dans quatre coins de la France ou quatre coins de l'Europe ou tout un tas de pays, et bien là aussi, on imagine parfois avoir, d'un point de vue local, un stock centralisé avec des personnes qui gèrent. Et là aussi, c'est pas forcément des personnes qu'on a embauchées. Ça peut aussi être un prestataire. Les grands transporteurs proposent ce genre-là de service. Donc, on peut aussi externaliser. Donc, les espaces, et on pourrait commencer à continuer à creuser, il y en a pas mal. Les espaces, en tout cas, où on pourrait externaliser de la prestation liée au SAV sont assez importants. Donc, finalement, la question à laquelle tout ça nous amène, c'est est-ce qu'il est pour nous, en tant qu'entreprise, stratégique d'externaliser ou pas une partie de notre organisation SAV.
notamment la partie opérationnelle, soit terrain, soit hotline, soit logistique. Ça, c'est vraiment une discussion interne qui est liée aux objectifs qu'on s'est fixés et notamment aux critères de qualité de SAV, de qualité de service que l'on se fixe, notamment dans notre réactivité, notre capacité à être sur le terrain au bon endroit, au bon moment. Simplement, quand on commence à se poser la question de réellement externaliser, ça soulève tout un tas de questions. Ça soulève, oui, mais comment être sûr de la qualité des personnes? Est-ce que les personnes auront les bonnes compétences techniques? Est-ce qu'elles auront les bonnes compétences relationnelles? Est-ce qu'elles vont nous défendre en tant qu'entreprise quand on va avoir des difficultés, des tensions avec les clients? Comment on va gérer toute la logistique des pièces, des consommables, pour que chacun de nos prestataires ait les bonnes pièces au bon moment, de la bonne manière? Comment on va gérer tout le retour d'informations? Comment on va remonter les infos du terrain, puisque si on met quelqu'un entre nous et le client, comme quand on a un distributeur ou un concessionnaire, comment on remonte les informations, comment on sait comment vit la machine, comment elle évolue, quelles améliorations seraient nécessaires, quelle est la consommation de consommables divers et variés qu'on peut faire, comment on peut s'assurer que les temps d'intervention soient corrects, soient raisonnables, que les personnes passent ni trop ni trop peu. Donc ça soulève comme ça beaucoup de questions. Et notamment, ce que ça raconte, in fine, à travers toutes ces questions, c'est que quand on décide d'externaliser, il faut se structurer pour le piloter. On n'externalise pas comme ça à la volée, en improvisation. Ça ne marche pas bien. On ne peut pas... Bien sûr que quand on va externaliser, on va devoir faire confiance à quelqu'un, mais il va falloir la construire, cette confiance. Il va falloir la cadrer. Et notamment, alors là, la liste des points à creuser est très longue. Je vais en citer quelques-uns pour illustrer. Par exemple, on a besoin de cadrer très clairement où commence la prestation du prestataire et où elle termine. Où sont les responsabilités? Qui est responsable de quoi et à partir de quand? On a besoin de déterminer comment on va soutenir nos prestataires. Comment on va les former, comment on leur apporte les outillages nécessaires, ou s'assurer qu'ils les ont déjà. Comment on va vérifier qu'ils soient suffisamment équipés en personnel, en véhicules, en produits de sécurité divers et variés, comment ils ont, quelle est leur réputation sur un territoire donné. Parce qu'on peut pas non plus s'associer à quelqu'un qui aurait une très mauvaise réputation. Donc, ça demande une petite enquête terrain, de voir auprès des clients, de nos clients, d'autres prospects éventuels, et de voir ce qu'ils en pensent, s'ils le connaissent, quel est un peu l'historique. Ce qu'on dit d'eux sur les réseaux sociaux, par exemple, aussi, ça en fait partie. Comment ce prestataire communique? Est-ce que il a une bonne qualité de communication? Est-ce que les équipes ont de bonnes qualités relationnelles? Comment il fait sa propre commercialisation, etc. Toutes ces questions-là vont devoir être posées. Et puis, comme je le disais aussi, toute la question de la traçabilité. Comment on va s'assurer que ce prestataire nous fournisse les bons documents sous la bonne forme, avec le bon contenu. Quand on voit que dans un certain nombre d'entreprises, ça peut être très compliqué de récupérer des informations précises, détaillées, claires de ses propres techniciens, alors qu'ils sont salariés de l'entreprise. Donc, imaginez avec un indépendant qui n'a pas de compte à vous rendre que ceux qui auront été définis dans un contrat de relation. Eh bien, ça peut être un petit peu plus compliqué, qui lui-même devra faire appliquer à ses propres techniciens ses propres règles. De remontée d'informations, de saisie correcte du rapport, de mettre les bonnes informations au bon endroit. Est-ce que il fonctionne sur papier? Est-ce qu'il fonctionne sur une plateforme numérique quelconque? Vous-même, en tant que fabricant, vous travaillez sur du papier, vous travaillez sur du numérique. Si lui travaille sur du papier et vous sur du numérique, comment on fait la transition? Et inversement, lui il est sur le numérique, vous êtes sur papier. Bon, c'est un peu plus rare, mais ça existe encore. Donc, ça va amener des questions très opérationnelles, très concrètes à mettre en œuvre. Comment je pilote la montée en compétences de ses propres équipes à lui? Est-ce que je lui facture la formation ou est-ce que la formation est incluse dans la prestation que je gère avec lui? Est-ce que comment je m'assure que ces équipes ont le bon niveau de compétences, suivent un cursus d'évolution? Comment je factualise le fait qu'ils y sont ou qu'ils n'y sont pas? Et si je le fais pas très bien avec mes propres équipes, comment je vais le faire avec un prestataire extérieur? D'ailleurs, j'ai eu des clients qui m'ont fait remarquer que certains de leurs prestataires étaient meilleurs qu'eux. Traçaient mieux les informations, avaient des équipes techniques qui étaient bien mieux formées au fil du temps,
Et bien sûr, l'inverse existe aussi. Donc, le choix du prestataire c'est vraiment quelque chose d'important. Ayant moi été dans cette posture de SAV externalisé, ayant géré une structure qui gérait le SAV pour tout un tas de fabricants, je vois bien, on a bien vu très concrètement la différence quand un fabricant a décidé d'externaliser, a structuré son organisation pour le faire, a mis en place de quoi soutenir réellement les équipes en termes de savoir-faire technique, d'expertise technique, de documents, de documentation technique, de support tuto parfois pour certains, d'accès aux pièces, de clarté des documents pour identifier les pièces de rechange, pour être vraiment très concret, et à simplifier la remontée d'informations. Alors moi à l'époque on avait développé une solution logicielle pour remonter les informations à nos fabricants. Aujourd'hui il existe plein d'outils pour le faire et souvent les fabricants ont leurs propres outils. Mais comment mon entreprise de prestataire se branche sur les outils du fabricant? Des fois c'est très simple, des fois c'est très compliqué parce que les outils sont plus ou moins anciens, plus ou moins adaptés, plus ou moins faits pour. Donc toutes ces questions-là produisent une liste qui construit une grande complexité à externaliser, ce qui refroidit parfois des fabricants à le faire, alors que ça pourrait être pertinent. Moi, ce que je retiens, c'est que tu dis, en gros, on n'externalise pas le SAV pour s'en débarrasser. Ah, c'est clair. Parce que si t'es déjà pas bon en SAV, le faire externaliser, ça va te rajouter une couche de problèmes que tu sais encore moins gérer que la base. Et souvent, moi, j'ai eu j'ai eu cette question d'externaliser les vidéos, le montage vidéo notamment. Ouais. Parce que quand j'ai plusieurs projets, alors j'essaye d'en prendre un par mois, mais des fois tu peux pas refuser des clients. Et donc la question de l'externalisation se pose. Déjà, faut pas la faire au dernier moment, dans l'urgence. Parce que là, c'est pareil, tu pourrais dire, ouais, j'ai un coup de bourre sur le SAV, je vais l'externaliser pendant 4-6 mois. C'est une catastrophe parce qu'il faut vraiment le construire sur le long terme. Et après, si tu sais pas comment tu fais, si t'as pas des workflows corrects ou voilà, quand j'ai une vidéo à monter, ça commence par là, ça finit par cette étape-là. J'ai 5 relectures, c'est Laurent qui relit et c'est Johan qui fait les conclusions et tout. Et en fait, ça m'a montré que déjà j'étais pas du tout prêt moi. Et ça fait pareil sur le SAV. Alors le SAV c'est beaucoup plus compliqué qu'un montage vidéo, mais on en revient au même. Si c'est déjà pas clair chez toi, c'est même pas la peine d'essayer d'externaliser parce que ça va être encore plus compliqué. Et le pire c'est que moi je l'ai fait, je crois, mais le deuxième client que j'ai eu, on avait 27 machines sur laquelle il fallait faire des tutos. Donc c'était 27 fois 2 vidéos, c'était énormissime, fallait qu'il soit livré rapidement. J'ai trouvé quelqu'un, j'ai fait externaliser le montage sans donner aucune règle, et cette personne, elle a fait ce qu'elle a pu. Ça me plaisait pas. Voilà, ça a multiplié les allers-retours, ça a multiplié le temps de travail. J'ai perdu de l'argent, elle a perdu de l'argent, et le client a été servi correctement, mais voilà, on a tous perdu notre temps et personne n'a gagné de l'argent. Moi, j'en ai perdu, et le prestataire aussi que j'avais engagé aussi, parce que finalement, il a assumé mes erreurs. Enfin bref, voilà. Donc j'imagine le SAV c'est pareil, il faut pas comme tu dis, si t'es pas bon, c'est pas une bonne idée de l'externaliser, clairement. Ça va te péter à la tronche, quoi. Mais exactement. Ça peut être une fausse bonne idée si on n'a pas déjà une organisation qui est suffisamment structurée pour pouvoir piloter des prestataires externes, et deux, si on n'a pas effectivement une structuration un workflow, une circulation de nos données qui est claire. La façon dont on remonte nos informations, dont on va les stocker, dont on donne accès, c'est dans les deux sens. Comment je remonte l'information des prestataires, comment je leur amène de l'information pertinente. Donc, parce que souvent, une des motivations fortes quand même pour l'externalisation, au-delà de la proximité géographique ou de la capacité à ajouter, à remplacer à remplir entre guillemets des zones creuses où je n'ai pas de puissance technique, c'est souvent quand même de piloter les coûts, de réduire quelque part les coûts, puisque je n'embauche pas des personnes supplémentaires qui vont se déplacer beaucoup, faire des longues distances que les clients vont avoir du mal à accepter de payer. Donc c'est plutôt d'avoir quelqu'un de local qui a sa propre structure, donc qui paye ses propres frais d'infrastructure, son propre personnel. Donc quelque part je vais pouvoir réduire mes propres coûts. C'est souvent quand même une des motivations très très fortes, au-delà de la flexibilité. Mais si c'est pas piloté, il va se produire l'inverse, comme tu viens de le décrire, c'est-à-dire que les coûts vont augmenter. Et là,
Là, on a tout perdu dans la balance. Tout à fait. Et vient se greffer en plus là-dessus, sur cette question-là de pilotage des coûts, le fait que on doit toujours piloter son image, sa réputation. Pour un client, que le SAV soit externalisé ou pas, la personne responsable, c'est le fabricant ou le distributeur si c'est lui qui externalise. Okay, mais c'est bien celui qui m'a fourni l'équipement qui reste responsable de tout ce qui arrive à la machine. Le fait que ça fonctionne ou pas avec un prestataire, c'est pas mon sujet en tant que client. Et moi, je suis pas concerné directement. Hein. C'est à toi, distributeur, à toi, fabricant, de gérer. Moi, je veux pas en entendre parler. Moi, je veux les résultats. Je veux que la machine fonctionne en temps, en heure, de la bonne manière, avec les bonnes pièces, etc. Ou pouvoir te joindre en temps et en heure, si c'est une heure. Okay. Encore pire. Ouais. Bah, j'ai connu ça. Moi, j'ai travaillé pour une entreprise qui faisait externaliser une partie du SAV et on est tombé dans le ah bah non mais c'est pas moi mais c'est le prestataire auprès du client. Ah, le client il a su nous recevoir quoi. Je raconte pas les détails mais du coup c'était c'est pas moi c'est lui et là ça devient voilà c'est là où le manque de préparation et de savoir-faire est catastrophique pour tout le monde quoi. Et souvent moi j'ai connu des programmes de rappel et on fait de plus en plus appel à des prestataires extérieurs pour faire des programmes de rappel parce que tu formes un prestataire qui a une force de frappe de plusieurs personnes et comme ça tu standardises tes coûts plutôt que de faire des programmes de rappel pendant 5 ans sur les trucs qui tombent au fur et à mesure et que chaque concessionnaire met plus de temps que t'as prévu. Et là, souvent, ça s'organise un peu dans l'urgence. Fausse bonne idée aussi, je suppose. Ça demande de le gérer vraiment comme un projet. C'est-à-dire que, bien sûr, quand il y a un critère d'urgence, des fois, on n'a pas le choix. On n'est pas en capacité de récupérer tout de suite 10 techniciens capables de faire tout un tas de prestations. Sur un programme de rappel, par exemple, effectivement, ou de correction, ou de mise à jour, mais parce qu'on a un parc installé important, réparti sur tout un tas de territoires où on n'est pas forcément présent. Donc là, effectivement, l'idée de l'externalisation va probablement arriver. C'est pas parce qu'on est dans l'urgence qu'il faut se précipiter. Et ça, c'est toujours vrai dans le SAV. C'est pas parce qu'on est dans l'urgence qu'on doit se précipiter. Donc, si on l'a anticipé, si on a déjà travaillé l'externalisation, qu'on l'a déjà pratiqué, ça va être un peu plus facile parce qu'on a une expérience. Si on l'a pas fait, que c'est la première fois et qu'on doit le faire dans l'urgence, il faut prendre le temps de bien préparer les choses. Il vaut mieux perdre 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours à bien préparer les choses pour ensuite déployer et faire en force que de se précipiter, d'organiser ça en une demi-journée et puis on verra bien, on gérera sur le tas. Non, parce que l'expérience client va pas être terrible, les coûts vont exploser et il va y avoir des tensions en termes de responsabilité entre le prestataire et le fabricant. Donc c'est vraiment pas, c'est pas très malin d'aller trop vite. Il vaut mieux ralentir. La question de la maîtrise des coûts passe par la question de la maîtrise des processus et des compétences et de l'information. C'est à minima ces trois éléments qui doivent être pilotés pour un bon mécanisme, on va dire, d'externalisation. Ça veut dire que si je synthétise un peu, on doit vraiment bien choisir son prestataire. Il faut vraiment prendre le temps d'avoir identifié les prestataires potentiels et d'avoir fait une petite étude locale de leur réputation, de leur organisation, d'aller voir comment ils travaillent chez des clients, d'envoyer un de nos techniciens, travailler avec un de ces techniciens pour voir, pour jauger si effectivement l'expertise est à la hauteur, la façon d'appréhender les problèmes, la façon d'appréhender le client quand c'est difficile, tous ces éléments-là, pouvoir les identifier, non pas pour dire que on va rejeter un prestataire s'il n'est pas capable de faire tout ça, mais de déterminer l'investissement qu'il va falloir avoir avec lui, les conditions qu'il va falloir poser, de bien clarifier le cadre de travail qu'on va avoir entre nous deux et le chemin qu'il doit parcourir, parce que parfois sur une zone donnée, on peut ne pas trouver de prestataire idéal qui n'a pas les bonnes compétences, pas le bon savoir-faire. Ok, à quelle hauteur je suis prêt à investir et à l'accompagner. Et on va définir comment on répartit les coûts, comment on répartit les moyens, etc. Donc la première question, elle est là, elle est vraiment centrée sur le choix. Et c'est encore plus difficile quand je choisis à l'étranger, dans une autre culture, dans une autre langue. Okay, donc là aussi, ça demande encore plus de temps. Il faut s'y prendre beaucoup plus à l'avance. Ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point qui est hyper important, c'est la façon dont on va contractualiser. C'est se mettre clairement d'accord sur les responsabilités, sur les missions, où ça démarre, où ça s'arrête. Qu'est-ce que l'on fait quand on n'est pas d'accord? Okay, qui tranche? Ou quel est le mécanisme qu'on va instituer pour
se poser, discuter, et qui doit amener quoi pour qu'on se mette d'accord. Donc ça va souvent se traduire dans un SLA, dans un Service Level Agreement, c'est-à-dire un contrat d'engagement de service où on va pousser de plus en plus sur des engagements de résultats, pas seulement des engagements de moyens. Et peu de prestataires acceptent les engagements de résultats. Beaucoup acceptent les engagements de moyens, beaucoup moins les engagements de résultats. Donc là aussi, il va y avoir une conversation assez poussée, qui est prêt à aller jusqu'à de l'engagement de résultats. Et si engagement de résultats, il va y avoir des exigences en face. Et ce sera normal. Si je lui demande des résultats, je dois aussi être en capacité de le soutenir à la bonne hauteur pour qu'il puisse y arriver. Et c'est bien ma responsabilité. Et puis en cas de conflit, comment on traite, comment on gère. Si un client n'est pas content, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le circuit de remontée d'informations? Comment on escalade? Qui va intervenir à quel moment? Est-ce que mon prestataire va en général gérer le premier niveau, peut-être le niveau 2, et puis moi je vais venir en tant qu'expert, je vais peut-être envoyer si j'ai des inspecteurs techniques pour aller évaluer les situations, etc. Ces questions-là se posent aussi sur la question des garanties. Qu'est-ce qui se passe pendant la période de garantie? Comment on gère, à quel tarif, etc. Qu'est-ce qu'on définit qui est dans la garantie, qui n'est pas? Est-ce que nos conditions de garantie sont super claires ou pas? Donc tout ça va jouer. Et puis si on vend des contrats, là aussi, comment le prestataire est plus ou moins intéressé sur la vente de contrats? Qu'est-ce qui dépend de lui? Qu'est-ce qui dépend de nous? Et financièrement, comment on se met d'accord? Et on pourrait pousser, à chaque fois qu'on pousse un des sujets du SAV, quand on externalise, il est multiplié par 2 ou par 10, selon le cadre et le pays où je suis. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est vraiment la façon dont on va fonctionner opérationnellement et comment on contractualise ça. Puis le troisième volet, le troisième endroit important, c'est la transmission de l'information. J'en ai parlé, comment on remonte les infos, comment on lui les apporte, comment on lui les rend accessibles. Est-ce qu'on a une plateforme où il a juste à rentrer une référence et hop, ça lui montre la vue éclatée, la pièce, le bon endroit, le consommable. Ça lui explique quel est le kit qu'il faut avoir, les joints qui vont avec, les vis, etc. Est-ce que tout ça, c'est super fluide? Ou est-ce que on a des vieux documents, papier, un gros manuel qu'il doit avoir chez lui, transporter avec lui? C'est pas le même contexte, ça va pas produire les mêmes résultats. Donc là aussi, comment c'est posé tout ça? Et toute la remontée dans l'autre sens. Qu'est-ce que j'attends de lui? Sous quelle forme? Et comment il va s'engager à le faire? Comment il va le tenir? Comment je vais être sûr qu'il va le tenir? Parce que l'information, c'est la clé. Je dois savoir comment évoluent mes équipements, quelles sont les fonctionnalités qui vont bien, ce qui va pas bien, les problèmes récurrents éventuels qui reviennent. Il faut absolument que je le sache très tôt, plutôt que d'attendre et d'avoir X machines en difficulté ou X clients en souffrance. Donc ça, c'est le troisième gros point. Et puis il y a un dernier point quand même qui est important, c'est d'avoir une démarche d'amélioration continue. Dans le SAV, c'est un des leitmotifs, la démarche d'amélioration continue. Donc, comment je vais régulièrement vérifier la qualité de service que mes prestataires font. Donc, est-ce que je vais jouer un peu au client mystère? Est-ce que je vais faire des enquêtes de satisfaction, mais plus poussées, pas seulement un document que j'envoie une fois par an? Comment je vais aller passer cette relation au microscope de temps en temps pour bien vérifier que dans le détail, concrètement, sur le terrain, ça se déroule comme ça doit se dérouler. Donc, c'est les 4 grands espaces de jeu que l'on doit creuser quand on veut externaliser. En tout cas, je dirais une chose aussi importante, c'est que quand on commence d'externaliser, on gagne jamais de temps au début. Oui. C'est important ça de le savoir. Très Parce important. que c'est comme quand t'as un alternant ou t'embauches un nouveau salarié, les personnes n'arrivent pas et tac, elles sont t'inquiètes dès la première heure. Non, il y a un gros temps de mise en route qui fait que c'est pas parce que t'as externalisé que 2 mois après, pratiquement, t'es à feu à 100%, quoi. Ouais, il n'y a pas de solution magique. Ça prend du temps. Externaliser prend du temps, donc se prépare et s'anticipe. Voilà. Belle conclusion. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous. C'était Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV, présenté par Laurent Mella, expert SAV, et Johan Fon, créateur de vidéos tutos pour ton SAV.